rentrée d'exil le 9 juillet 2021, le professeur Boga Sako Gervais est sous contrôle judiciaire, ce qui veut dire qu'il est un homme semi-libre. Il est fondateur de la FIDOP. Il fait partie des animateurs ivoiriens de la vie civile, de la société civile. Il est professeur de droit à l'université de Bouaké. Boga Sako est l'invité des grandes rencontres de Joël Etienne. Boga Sako, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, la FIDOP, qu'est-ce que c'est? Mais avant d'en venir à la définition de la FIDOP, d'abord, permettez-moi de saluer la maison qui me reçoit. Merci beaucoup au directeur général de cette chaîne et puis toute l'équipe. Merci beaucoup, chers amis et frères, pour cette invitation. Je dois quand même faire quelques précisions. C'est vrai que je fais les droits de l'homme depuis une bonne trentaine d'années, mais je ne suis pas juriste. Donc, je ne suis pas professeur non plus. Je suis enseignant-chercheur à l'université. J'ai le grade de docteur, donc je suis docteur. Et puis, ma spécialité, c'est la littérature occidentale française que j'ai étudiée, dans laquelle j'enseigne les étudiants. Mais depuis la trentaine d'années, je me suis spécialisé dans la question des droits de l'homme. Donc, j'ai dû me former, avoir des certificats, des diplômes, jusqu'à arriver à écrire des livres dans ce domaine-là. Donc, je précise, parce que nous sommes dans un domaine scientifique, universitaire, et chacun est jaloux de son statut. Les professeurs vont frémir de leur chaise, mais j'aurais pu l'être depuis, n'eût été les exils et tout ça. Bref, la FIDOP, c'est la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique. 30 ans. Oui. 30 ans. C'est pas de la dictature, alors que bon, vous luttez souvent pour que les gens fassent 55 ans et vous en avez fait 30 à la tête en fait, de la FIDOP. Non, les 30 années, c'est l'ensemble de mon engagement. J'ai commencé étudiant en 1994, en 3e année d'université, donc j'étais en licence, à l'époque on disait licence, maintenant on doit dire licence 3 de lettres modernes à l'université de Bouaké. On est la première promotion de l'université de Bouaké, 92, 93. Et puis c'est là où j'ai eu vraiment le besoin de militer pour les organisations de défense des droits de l'homme, pour 2 raisons. La première, c'est que le pouvoir violait nos droits, on était étudiants, il n'y avait rien qui soit prévu. Qui était président à cette époque? À cette époque, en 93, Oufouette était déjà parti, donc c'était le président Bédié. Et donc l'université, on manquait de tout à Bouaké, il n'y avait rien de prévu. On était les premiers étudiants, il n'y avait pas assez d'enseignants, il n'y avait pas de dortoir, il n'y avait rien. Donc vous imaginez, on perdait nos amis, il n'y avait pas de centre hospitalier pour les étudiants, etc. Donc on manifestait beaucoup. J'avais donc ce besoin de militer. Mais en même temps, je n'ai pas voulu militer à la FESI, la principale organisation estudiantine, parce que je n'aimais pas la violence qui était exercée à cette époque-là. Je veux dire, des étudiants qui étaient violents avec d'autres étudiants. Et donc, j'étais délégué... La période des machettes à l'université. Oui, après, voilà, etc. Donc, j'étais plutôt délégué général des étudiants. Et puis, j'ai eu le besoin de militer dans une structure de défense des droits de l'homme. Et donc, c'est la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, qui m'a accueilli. J'ai fait 10 ans à la LIDO. Et puis, en 2005, j'ai décidé d'aller dans une autre structure qui s'appelle l'APDH. Parce qu'à la LIDO, je n'étais que le président de Bouaké, la section de Bouaké. Le président national étant, après Denis Segui, le professeur, c'était le professeur Bléou Martin. Donc ce sont ceux-là qui m'ont formé dans mes 10 années. Et puis après, j'ai milité à l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. Là, j'ai été président national de 2005 à 2007. Et puis en 2007, j'ai eu la chance de faire partie de la première équipe des organisations de la société civile nommée par décret présidentiel à la Commission nationale des droits de l'homme, qui est devenue aujourd'hui le CNDH. Madame Vaudier a été élue présidente. Moi, j'ai été élu secrétaire exécutif. Donc, j'ai fait 2 ans là-bas et puis j'ai créé la FIDOP, la Fondation internationale pour les droits de l'homme et la vie pacifique. On peut vous féliciter pour ça? Si vous ne me félicitez pas, moi-même, je bénis le divin de m'avoir permis de faire ce parcours. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'organise ces festivités-là, pour dire merci au divin. Parce que la question des droits de l'homme est très difficile à mener. Il faut avoir du courage et puis avoir de l'audace. Et puis certainement, il faut être beaucoup inspiré parce que vous critiquez celui qui dirige. Parce que la question des droits de l'homme, c'est que c'est l'État qui doit faire respecter les droits de l'homme. C'est lorsque l'État ne fait pas son travail, il ne fait pas son job,
que les organisations des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme, interpellent l'État. Parce que souvent, les gens disent, mais vous êtes là, puis les droits de l'homme sont violés. Ce n'est pas à moi de mettre les droits de l'homme en œuvre, c'est à l'État. C'est pour ça que la Constitution prévoit les droits de l'homme. C'est pourquoi il y a des institutions, il y a un ministère de la Justice et des droits de l'homme. C'est pourquoi il y a des ministères de la Santé, pour que le droit à la santé soit donné. Vous êtes écouté? Mais c'est malheureusement pas toujours. Et pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir, et c'est pourquoi j'ai créé la FIDOP, ils sont tous politiciens, ils disent qu'ils sont démocrates, mais il n'y a pas de place pour les droits de l'homme dans leur programme. Et dans la pratique, on ne les voit pas respecter les droits de l'homme. Or, en Afrique en général, et en Côte d'Ivoire en particulier, le secteur qui fait qu'il y a beaucoup de violations des droits de l'homme, il y a beaucoup de morts, c'est lorsque les politiciens s'affrontent. C'est lors des élections. Donc c'est la politique qui est la principale source des violations des droits de l'homme en Afrique en général et en particulier en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai créé la FIDOP pour les surveiller et les former. Pour leur dire que quand on veut être politique, la principale arme qu'on doit avoir, c'est le respect des droits de l'homme. On doit s'asseoir sur les droits de l'homme. Un homme politique qui n'a aucune place pour le bien des populations, c'est un mauvais homme politique. Un dictateur? Il n'en est pas loin. Il va devenir dictateur lorsqu'il va verrouiller, il va bâillonner les libertés. Dans le pays, on ne doit pas critiquer le président. Tu commences à être dictateur. Dans le pays, parce qu'on s'est battu pour avoir les libertés. Les droits de l'homme, c'est une question de liberté fondamentalement. Liberté de pensée, liberté d'opinion, liberté d'expression. Mais quand vous bâillonnez les libertés, vous voulez qu'on soit tous RHDP, ou bien vous voulez qu'on soit tous PDCI, ou bien vous voulez qu'on soit tous PPACI. Non. Laissez la liberté des gens. On s'est battu dans ce pays pour cela. Et c'est pourquoi je veux rendre hommage aussi à ceux qui ont travaillé dans ce sens, le président Laurent Gbagbo, tous ces grands premiers, j'allais dire, hommes politiques qui ont fait en sorte que le multipartisme revienne en 1990. Et on leur doit aujourd'hui la liberté d'expression que nous avons, sans plus. 10 ans d'exil. Depuis juillet 2021, Boga Doudou et Boga Sako, oui. Excusez, c'est pas... Non, mais du tout. Boga Doudou, paix à son âme, on est de la même région. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Alors, depuis juillet à ce jour, quel est le bilan que, d'abord, en tant qu'individu, vous faites, et puis en tant que président de la LIDO? De la FIDOP. De la FIDOP. Et qu'est-ce qui vous a contraint même en exil? Très bien. Alors, toujours dans les 30 années, je pars en exil précisément le 10 juin 2011. Comment et pourquoi? Simplement parce que j'ai pris position. Pour qui? En 2010. Pas pour quelqu'un, pour les institutions de la République. C'est très important de le dire parce que le président de la République, ce n'est pas quelqu'un, c'est une institution. C'est la première des institutions d'ailleurs. Demandez à tous les juristes. J'en veux pour exemple le professeur Bléou Matin qui a soutenu sa thèse sur le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a fait ça à Paris. Le texte est là, vous pouvez le lire. Le président de la République, c'est une institution. En 2010, j'ai estimé que dans une élection, le dernier recours, la dernière parole étatique, en tout cas républicaine, dans notre pays, selon la Constitution, c'est le Conseil constitutionnel. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la Constitution à l'époque. Il y avait un article, je crois que c'était l'article 98, donc la Constitution du 1er août 2000, qui disait que le Conseil constitutionnel, là, lorsqu'il a dit, sa parole s'impose aux autorités administratives, militaires et politiques, etc. Et il n'y a pas de recours. Donc pour moi, la CEI peut donner le résultat des élections en premier ressort, mais en dernier ressort, lorsque le Conseil constitutionnel a parlé, tout était bouclé. Mais en face de cette thèse, j'allais dire de droit, il y a aussi d'autres juristes qui estiment qu'à partir du moment où la Côte d'Ivoire est partie à des accords internationaux, une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies a fait force de loi et donc s'impose, supplante la décision du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Sauf que dans l'élection de 2010, j'ai été confronté moi-même à une situation. Le Conseil constitutionnel a parlé, la communauté internationale a dit autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est comme cela que votre conseiller, paix à son âme, Awa Eura m'a reçu à l'époque, à une grande émission de grande écoute. J'étais le premier cadre ivoirien, le premier intellectuel, le premier défenseur des droits de l'homme à être sur les plateaux de la chaîne de télévision à grande écoute à 20h30. Ce jour-là, c'était le 5, précisément le 5 décembre, puisque le président Gbagbo a été investi le 3, donc le 5, je me retrouvais donc sur la chaîne de télévision.
J'ai regardé le texte du certificateur, celui qui a certifié l'élection. Et le Conseil de sécurité qui a établi, qui ont voté la résolution, disait très clairement que le pouvoir, le certificateur ne peut pas se suppléer, ne peut pas remplacer les institutions du pays tant qu'elles sont en fonction. Autrement dit, il ne peut pas parler à la place du Conseil constitutionnel. Et ce que la résolution disait, il ne pouvait que certifier l'élection. C'est-à-dire, est-ce que le résultat qui a été donné est conforme avec la réalité? Est-ce que cette élection est crédible du point de vue démocratique, selon les normes, les standards internationaux? C'était tout. Or, il a outrepassé ses compétences en allant jusqu'à dire un tel n'a pas gagné, c'est un tel autre qui a gagné. Il avait joué le rôle qui n'était pas le sien. Et donc, je l'ai dit, ça m'a valu donc l'exil lorsque la communauté internationale a eu le dessus et qu'on a balayé le président Laurent Gbagbo. Tous ceux qui avaient critiqué d'une façon ou d'une autre étaient menacés. J'ai été menacé de mort et tout. Donc, voilà les raisons qui ont fait que j'ai été en exil. Juillet 2021 à ce jour. Alors, de juillet 2021, où je reviens d'exil, précisément le 9 juillet à ce jour, je pense que je continue de jouer mon rôle, mais sauf que le rôle a changé. Quand je partais en exil, c'était un révolté qui n'était pas d'accord avec la communauté internationale, qui n'était pas d'accord avec la décision, qui n'était pas d'accord avec tous les morts qu'il y a eu dans mon pays, qui n'était pas d'accord avec l'humiliation qu'a subi le président de la République de mon pays. Écoutez, cher ami, que vous l'ayez voté ou pas, que vous l'aimiez ou pas, il est le président de la République de mon pays. Et qu'un autre président, notamment M. Nicolas Sarkozy, se mette quelque part à 1000 lieues et dise, vous avez 48 heures pour quitter. J'étais outré, j'étais choqué. C'est comme si je suis dans mon village. Mais la Côte d'Ivoire et la France, vous savez ce qui se passe entre les deux. Non, écoutez, on n'a qu'à quitter dans ces enfantillages-là pour nous respecter. Macron n'est pas plus instruit que tous les Ivoiriens ici. Mais il est le président de la République de France. Et nous sommes des Ivoiriens, on a un président, qui aujourd'hui s'appelle Alassane Ouattara. Si M. Alassane Ouattara est attaqué à l'extérieur, que je l'aime ou pas, par souveraineté, par nationalisme, je dois défendre le président de mon pays. Hier, les 49 soldats ivoiriens étaient bloqués au Mali. J'ai défendu ces Ivoiriens-là. Parce que c'est ça. Et c'est ce que les droits de l'homme m'ont enseigné. Je suis souverainiste parce que j'aime mon pays. Et mon pays a des règles. Et mon pays est égal à n'importe quel pays du monde, tant qu'il est indépendant. M. Sarkozy, ce qui s'est passé, je l'ai écrit dans un livre. Hein. Voilà. La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu. Ça, c'est le titre. Et le sous-titre, et si M. Nicolas Sarkozy avait trompé le monde entier sur la crise ivoirienne du 19 septembre 2002 et sur la crise ivoirienne de 2010. C'est ce que j'ai écrit. Et donc, j'ai pris cette position-là. Malheureusement, quand la communauté internationale a eu raison de M. Laurent Gbagbo, je n'étais plus le bienvenu. Et j'ai profité d'une circonstance, Dieu merci, miraculeuse. Et je me suis retrouvé en Italie. Mais là encore, c'est pas tu. Là-bas, on a continué le combat. On s'est battu. Vous-même, vous êtes témoins parce qu'en France, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour faire crier haut et fort la vérité sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Je bénis le divin. 10 ans plus tard, nous sommes tous dans le pays. Maintenant, alors, vous me dites, oui, depuis mon retour jusqu'à aujourd'hui. Oui. La nouvelle, dont je disais que c'est le révolté qui était parti. Aujourd'hui, celui qui est là, c'est celui qui vient défendre la paix et la réconciliation. C'est un peu le message que j'envoie à tout le monde. On s'est rangé dans cette logique-là. On est parti. La Côte d'Ivoire n'a pas sombré. Il faut saluer ceux qui étaient là. Mais en même temps, quand on revient, rentrons dans la droite ligne de la réconciliation. Et c'est ce que je fais. On va marquer une pause. Ainsi, vous rentrez le 9. Oui. Mais vous êtes sous contrôle judiciaire, comme je le disais tantôt dans mon introduction. Tout à fait. Vous n'êtes pas un homme totalement libre, puisque pour sortir, oui. Vous êtes tout le temps obligé d'aller justifier votre sortie auprès du ministère de la Justice, non, je crois. Hélas. Pourquoi? Et cet état de fait montre très clairement l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je sais que la question devrait venir. C'est vrai que j'ai 30 ans d'expérience dans le domaine. Mais alors, regardez, moi je reviens d'exil et je tombe en Côte d'Ivoire sur une très bonne loi qui a été votée par le Parlement ivoirien et promulguée par le président de la République. C'est la loi numéro 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme. Cher ami Étienne, quand je parcours la loi, je me dis, oh là là, qu'est-ce que les ONG des droits de l'homme qui étaient dans le pays ont fait un beau travail. Ils ont fait du lobbying auprès des députés. Lesquels députés ont voté cette loi-là? Et le chef de l'État, président de la République, M. Alassane Ouattara, a promulgué cette loi. Mais que dit cette loi en article 5? Les défenseurs des droits de l'homme, dans l'exercice de leurs activités, ne peuvent être arrêtés, interpellés, poursuivis,
arrêté, emprisonné. Je dis waouh. Et en 2017, il prend un décret d'application de la loi. Le décret dit les défenseurs des droits de l'homme et leurs familles doivent être protégés. En fait, la Côte d'Ivoire a suivi une décision de l'ONU. On appelle ça une déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme qui a été adoptée par l'ONU en 1998. Parce que les défenseurs sont menacés. Il y a beaucoup, on est traqués dans tous les pays. Chaque année, l'ONU dit qu'il y a à peu près 500 défenseurs des droits de l'homme qui sont traqués. Donc la Côte d'Ivoire a fait un bond. J'étais très fier quand je suis venu trouver cette loi. Je peux en remercier M. Ouattara. Mais malheureusement, entre le texte et la réalité, mais c'est le jour et la nuit. Moi, j'arrive le 9 juillet, à peine 2 à 3 semaines, je suis convoqué par le procureur, directement chez un juge d'instruction. Docteur Boga, on vous poursuit pour atteinte à la sûreté de l'État, terrorisme et tout ça, à cause du débat du 3e mandat. Mais moi, je suis un intellectuel. Il y a un 3e mandat dans mon pays, mais on fait des lectures croisées. Il y a certains juristes qui estiment que quand on a changé la Constitution, on balaie tout, on met les compteurs à zéro. Mais il y a une autre tendance des juristes, et moi j'en fais partie, même si je ne suis pas juriste, défenseur des droits de l'homme, un homme attaché à la démocratie qui estime que la démocratie c'est à la fois la lettre et c'est l'esprit. En démocratie, c'est l'alternance au pouvoir qui est importante. Nul n'est Dieu sur terre. Tu es venu, tu es un homme comme moi, on fixe 2 mandats, tu finis, tu t'envoies. C'est ce qui se fait aux États-Unis, c'est ce qui se fait en France, et puis partout. Donc je viens, pour avoir dit cela, pour avoir défendu cette thèse-là, dans les médias internationaux, on m'interpelle dans mon pays. Et puis on me place sous contrôle judiciaire. Bon, j'en prends acte parce que je respecte les institutions de mon pays, mais je ne suis pas d'accord avec. D'ailleurs, il y a même une loi qu'ils ont votée ces temps-ci là encore, l'article 185. On allait y revenir. Mais c'est malheureux. C'est comme si on interdisait la liberté d'expression, la liberté de mouvement, de rassemblement. C'est malheureux. Et que dit en substance cette nouvelle loi de l'article 185 du Code pénal? Il estime que si la justice a rendu son verdict et que quelqu'un était condamné et pour tout ce qu'on dit, l'atteinte à la sécurité, etc., on ne doit pas remettre en cause cette décision-là. Et même l'individu qui est condamné, on ne doit pas le soutenir. C'est une aberration. C'est une aberration. Parce que je ne peux pas être d'accord avec... Et je suis pas... Moi-même, je suis injustement condamné. Je ne suis pas d'accord avec cela. Donc, voilà, pour l'avoir dit, on me place... Oui, vous êtes un demi... Oui, on me place sous contrôle judiciaire. Et puis, chaque fois que je dois sortir du pays, ça fait au moins 6 à 7 fois que je suis sorti. Chaque fois, parce que ma famille est en Italie. Mon épouse y réside. Donc, vous voyez que je suis obligé de partir. Mais je suis obligé d'écrire au juge pour m'autoriser à sortir de mon pays. Vous ne pouvez pas les faire revenir parce que vous doutez encore de la stabilité. Non, il ne s'agit pas de les faire revenir. Elle vit en Italie, elle y est bien. Et moi, je fais la navette, etc. Elle-même, elle peut venir. Donc, je le dis parce que c'est une aberration. Bref, en matière des droits de l'homme, la liberté est sacrée. Les droits de l'homme sont sacrés. C'est pour moi qui le dis. C'est la plupart des instruments internationaux auxquels la Côte d'Ivoire est partie. Et la Côte d'Ivoire, mon pays, dans la dernière constitution du 8 novembre 2016, a bien fait ou mal fait d'intégrer les droits de l'homme dans la constitution. Malheureusement, oui. Ce n'est pas appliqué. Ce n'est pas appliqué. Donc, c'est pas respecté, en fait. Non, et c'est pour ça que nous sommes obligés... C'est comme si c'était un peu de la démagogie. Oui, effectivement. Non, ce n'est pas de la démagogie. Dès l'instant, c'est de la constitution. Donc, celui qui viole les droits de l'homme dans ce pays, c'est la constitution qui viole. Et donc, le président de la République est le garant de la Constitution. Donc moi, je suis tout à fait à l'aise pour l'interpeller. Et l'interpeller, ce n'est pas lui manquer de respect. Parce que de toute façon, le pays n'appartient pas au président. Le pays appartient à tous les citoyens. Et d'ailleurs, c'est quoi un président de la République? C'est le titre de mon dernier livre que j'ai écrit, mon 6e livre. Qu'est-ce que c'est qu'un président de la République? Le président de la République n'est rien sans les citoyens. Parce que c'est mon vote, c'est ton vote qui fait le président. C'est pour ça que le président nous doit respect. En démocratie, à la vérité, le président, ce n'est que la personne que nous avons mandatée pour gérer notre pays. Et on lui doit tout le respect. Mais lui, en retour, il nous doit tellement de respect parce que c'est à nous qu'appartient le pouvoir. C'est pour moi qu'il a dit ça à Abraham Lincoln. Malheureusement... la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Oui, mais bon. Par le peuple. Oui. Et pour le peuple. Donc, toutes ces choses-là, je suis obligé de les enseigner. Je l'ai fait pendant 30 ans. Donc, aujourd'hui, je veux marquer le pas. Et puis, peut-être que en passant le relais de la présidence de ma structure à quelqu'un d'autre, je serai beaucoup plus libre. Peut-être pour aller... Alors, quelle serait votre destination? Ma destination, c'est que je mourrai d'abord défenseur des droits de l'homme. Parce que selon les définitions
de la Déclaration sur les droits de l'homme de 98 des Nations Unies, et même selon la loi de 2014 en Côte d'Ivoire ici, qui protège les défenseurs des droits de l'homme, est défenseur des droits de l'homme tout individu, soit seul ou en association, qui défend tout droit de l'homme violé. À partir de ce moment-là, moi, je mourrai défenseur des droits de l'homme. Donc, ne me demandez pas où je vais. Ce n'est pas pour courir dans un parti politique. Alors, j'ai passé 30 ans, oui. ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce pays devra toujours compter avec ma posture. On m'aurait dit que vous envisagez, vous candidater à la députation dans votre circonscription. Mais je peux même candidater à la présidence de la République si ça m'intéresse, si je suis trop fâché. Et puis ça n'intéresse personne. Et je vais dire que c'est mon droit le plus absolu. Il y en a qui pensent que, parce qu'ils se sont déterminés ou ils se sont autoproclamés politiciens, c'est à eux qu'appartient l'avenir de notre nation. Non. L'avenir de la nation appartient à tous et à chacun. Chaque citoyen est libre de candidater où il veut, pourvu que les conditions objectives soient réunies et que la démocratie règne beaucoup. C'est pour ça que pendant les 30 années, je ne fais que me battre pour que les conditions d'éligibilité soient, j'allais dire, objectives, inclusives et respectées. Malheureusement, un tel se lève, il exclut un tel autre, un tel... Non, ce n'est pas comme ça la démocratie. On va en parler. Alors, professeur, vous êtes un homme corruptible? Non. On peut vous corrompre facilement? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Et la preuve, j'ai passé 30 ans. Vous savez, dans ce pays, les gens aiment coller des étiquettes aux gens. Mais sinon, lorsque vous avez trempé dans quoi que ce soit, en Côte d'Ivoire ici, là, cela se dévoile à tous les coups. Et quand vous entrez au siège de la FIDOP, on a un grand panneau, une grande banderole sur laquelle j'ai fait instituer « Aidez-nous à mieux défendre les droits de l'homme, c'est-à-dire, mais ne cherchez jamais à nous corrompre. » Où est la différence? La différence, c'est que ce que nous faisons est d'utilité publique. Monsieur Etienne peut estimer vraiment, docteur Bouga, j'apprécie ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire, vous défendez les droits de l'homme, des personnes connues comme inconnues, vous défendez les institutions de la République. On peut vous donner un soutien, notre contribution. Mais n'attendez pas de moi que j'aille demain défendre l'indéfendable si vous commettez l'indéfendable. Ça vous est arrivé? Oui, je peux le dire, même aujourd'hui, parce que, regardez, quand je suis revenu d'exil, j'ai eu des concours de circonstances, et puis je dis à une autorité, ben, écoutez, moi, le siège de mon organisation a été cassé avant que je ne parte en exil. Aujourd'hui, je suis revenu, on n'a pas de moyens, on n'a rien du tout. Je voudrais que la République m'aide, et quand vous êtes du pouvoir, est-ce que vous pouvez nous aider à... Voilà. Elle a dit, mais écoutez, moi, je ne peux pas m'engager à soutenir des organisations. Il ne faut pas que demain on dise que j'ai tenté de vous corrompre. Mais si vous avez un besoin ponctuel, je pourrais vous apporter ma contribution. La personne nous a aidés à prendre notre siège. Et je lui dis toujours merci, elle se reconnaîtra. C'est une haute autorité. Mais elle ne vous a rien demandé en retour. Mais elle ne peut pas me demander quoi que ce soit, parce qu'elle me connaît pour ça. Voilà. Alors, tout le monde, de par vos démarcations, on vous voit régulièrement avec Blé Goudé, Mme Simone Gbagbo, et pourquoi pas Laurent Gbagbo lui-même? Ah, ça c'est une très bonne question, mais à laquelle je m'attendais forcément. Je savais qu'elle allait revenir. Mais je vais vous répondre très franchement. D'abord, pour ce qui est du président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais quand le président Laurent Gbagbo était en exercice, en Côte d'Ivoire ici, je le critiquais. Je le critiquais tout le temps, et toute la Côte d'Ivoire le sait. Le pays était coupé en deux, et la rébellion était dans une zone non gouvernementale. J'exigeais que les droits de l'homme soient respectés dans la zone gouvernementale, puisque la zone gouvernementale est régie par la Constitution. Donc les lois sont ici, les institutions fonctionnent, respectez donc les droits de l'homme. Donc les bavures policières, les policiers qui tiraient sur les chauffeurs de Waworo, des Baka et tout ça, j'étais toujours à la télévision pour les dénoncer. Et mieux, lorsque le président Laurent Gbagbo décide de prendre l'article 48 après Pretoria pour permettre l'éligibilité, la candidature de M. Ouattara, nous y sommes opposés. J'étais président de l'APDH. J'ai dit non. Le but de l'article 48 à l'époque, ce n'était pas de décider qui est candidat. C'est lorsque le pays est bloqué, pour ne pas qu'il y ait... Mais il était bloqué. Oui, il était bloqué, mais bloqué au niveau du fonctionnement des institutions. Ce n'est pas pour aller désigner qui peut être éligible, ne pas être éligible. Mais le pays était coupé en deux. Oui, et alors,
Et alors, il y a des mécanismes. Si quelqu'un ne respecte pas les conditions d'éligibilité, ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'article 48. C'est-à-dire qu'on a utilisé l'article 48 pour violer l'article instituant, l'article 35 à l'époque, l'article de l'éligibilité du président de la République. Mais bref, pour vous dire quoi? Si je tiens ce discours-là, c'est parce que je m'étais opposé au président d'hier. Mais lorsque on arrive à un stade où le président de la République est humilié, est attaqué de tous bords, et comme notre pays est bafoué, en tant que souverainiste, en tant que défenseur des droits de l'homme respectueux de la République et de ses fondements, notamment de la Constitution et tout, je me suis levé pour défendre les institutions de la République. Donc, oui, j'ai fait ce travail-là, mais je ne l'ai pas fait pour M. Laurent Gbagbo, FPI, ou bien de Gagnoa, ou bien rien. C'était l'institution de mon pays, la plus haute institution de la République qui a été bafouée. Et donc, dans la lecture de défenseurs des droits de l'homme que nous avons faite, il fallait défendre les institutions de la République. Parce que la France n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire en matière de souveraineté et au regard de la constitution de notre pays. Je l'ai fait. Mais quand nous finissons ce combat, c'est nous qui avons créé EDS. Je suis un des membres fondateurs. Et j'en ai été le 5e vice-président chargé Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. C'est une coalition que nous avons inventée. C'est politique, hein? Non, c'est une coalition. Mais une coalition politique. Bien, mais non, ouverte aussi à la société civile. J'allais dire c'est une coalition sociopolitique dans laquelle se trouvent des ONG, des leaders d'opinion et puis des partis politiques. Comme aujourd'hui, il y a des coalitions qui naissent pour défendre, pour lutter contre la CEI, etc. Donc c'est comme ça. Au Sénégal aussi, ça existait. Le M23, à l'époque, face à Abdou Diouf. Non, pardon. Oui, c'est Abdou Diouf, Maître Wade, Ablaye Wade, autant pour moi. Face à Maître Ablaye Wade. Donc, il y a des coalitions, même au Sénégal, au Burkina Faso. Il y a eu aussi une coalition contre Blaise Compaoré quand Blaise s'accroche. Il y a des coalitions qui existent. Dans l'histoire de la société civile, c'est comme ça. Quand le pays est bloqué, la société civile se met avec des partis politiques pour défendre les institutions de la République. Et ça, nous l'avons fait. Donc, quand ce combat-là se termine, et que M. Laurent Gbagbo... Il n'est plus au pouvoir. Non, il est acquitté. Nous sommes à la CPI. Oui. Il est acquitté. Blé Goudé est acquitté. Ce combat-là, il est terminé. Nous devons rentrer au pays. Dès l'instant où on rentre, M. Laurent Gbagbo décide de recréer un nouveau parti politique pour reprendre la main. Je dis bravo, moi je me retire puisque je ne suis pas politique. C'est ce que j'ai fait. Beaucoup ont mal apprécié, notamment les partisans de M. Gbagbo. Ils ont estimé que j'étais allé au restaurant et ça m'a beaucoup fait peiner. Mais ce n'est pas grave, je le leur concède. Cela dit, pendant cette période-là, j'ai eu une oreille très attentive vis-à-vis de la part de Mme Simone Evé Gbagbo. Et ça m'a beaucoup touché. C'est elle qui m'a accompagné dans mon village, à Nebo. Et je lui en suis gré pour cela. C'est une forme de corruption. Jamais. Si aujourd'hui, Mme Gbagbo prenait une posture en matière de... Elle est présidente d'un parti politique. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est comme par exemple quand j'allais du côté de mon village paternel, c'est le ministre Éric Kaye, qui était aussi membre de EDS, qui est un parti politique qui m'a accompagné. Donc ça n'a rien à voir. Okay. Voilà. Et donc, elle l'a fait. Elle l'a fait en tant qu'ex-première dame. Mais elle l'a fait aussi parce qu'au moment où le pays était attaqué, et que nous autres, nous levions pour défendre la patrie, c'est elle et son mari qui étaient présidents, et elle-même, elle était première dame. Alors, je vous explique. Nous avons mené un combat parce que le président de la République de Côte d'Ivoire a été agressé, bafoué, humilié. Les institutions de la République, j'allais dire, vilipendées pratiquement, niées pratiquement. En tant que citoyen, en tant que patriote, c'était choquant. Et on ne peut pas se taire. Donc nous menons ce combat, nous allons en exil. Cela nous vaut d'aller en exil. Et en exil, on ne se tait pas. Avec la diaspora ivoirienne, africaine, dans toute l'Europe et aux États-Unis, j'en suis témoin. J'ai fait toute l'Europe à défendre les institutions de mon pays, à demander que le président Laurent Gbagbo soit acquitté. Parce qu'il ne peut pas être le seul à payer dans une crise où il y a eu autant de morts et que les deux parties sont fautives, coupables même des morts qu'il y a eu dans mon pays. Je ne suis pas d'accord qu'une seule partie paye. Et c'était le discours que j'ai tenu. J'ai dit à la communauté internationale, on a deux possibilités. Ou bien on fait ce qu'on appelle la justice transitionnelle, un peu comme l'Afrique du Sud l'a réussi. À ce moment-là, tout le monde vient, il se confesse, le peuple pardonne, et puis on passe à autre chose. Ou bien si on veut aller en justice, tout le monde doit passer à la justice.
Je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui. Voilà ce qui a motivé donc mon exil. Mais quand le président Laurent Gbagbo est acquitté, mais là encore, il est acquitté parce que nous étions, finalement, on a eu raison. On rentre en Côte d'Ivoire. Blé Goudé reste bloqué là-bas d'ailleurs, parce que vous avez posé la question dans deux sens. Pourquoi Simone, pourquoi Blé et pourquoi pas Gbagbo? Quand nous revenons, le président Laurent Gbagbo, il nous réunit au Palais de la Culture et il dit en substance, je suis revenu, écoutez, merci aux uns et aux autres, maintenant que mon parti se trouve entre les mains de M. Affi N'Guessan, je veux pas des bras de fer, etc., ça me perd du temps. Je veux contourner l'obstacle en créant un grand parti politique. J'invite les uns et les autres à nous rejoindre. Je ne suis pas politique. Je suis société civile. Et je n'ai pas mené ce combat pour quoi que ce soit. Je l'ai mené parce que c'était un combat de justice et de vérité. Mais Blé Goudé est politique. Je viens. Et donc, quand je fais cela, je demande à me retirer. Et c'est ce que je fais. Je démissionne de EDS. Mais par respect pour le président Laurent Gbagbo, je lui écris. Je dis, Monsieur le Président, je suis tellement béni. Vous êtes libéré aujourd'hui. Vous ne m'avez rien demandé. Je l'ai mené ce combat pour mon pays. Maintenant que vous êtes acquitté, moi, je ne rentre pas dans un parti politique. Je redeviens ma société civile comme toujours. Je m'occupe maintenant de réconciliation parce que ce pays ne doit pas sombrer. Surtout que vous êtes revenu, la paix est en route. On va emboîter le pas. C'est ce que j'ai fait. Mais, malheur pour moi, les partisans du président ont mal pris. Sur les réseaux sociaux, on m'a traité de tous les noms. Vendu. Et ça m'a peiné. Et ce qui m'a le plus fait mal, c'est que avec ce pouvoir, tu ne reprends même pas ce qui t'est dû. Parce qu'aujourd'hui, j'ai passé 10 ans. J'aurais pu dire les 10 années, l'État me les doit. Parce qu'il y a un article dans la Constitution du 1er août 2000 qui disait que nul ne doit être contraint à l'exil. J'ai été contraint à l'exil. Si je n'étais pas parti, je serais mort. Donc j'ai dû fuir mon pays. Pour ça, vous devez me payer les 10 années. On vous a intégré dans votre fonction. On m'a intégré, on ne m'a pas reversé ce que j'ai perdu en 10 ans. Alors qu'ils l'ont fait pour d'autres. Par exemple, le président Laurent Gbagbo. Il a eu sa rente viagère de tout le temps qu'il a passé là-bas. Mais est-ce que vous l'avez revendiqué? Vous voulez que je le dise à qui d'autre? Je l'ai dit à la ministre de la fonction publique, aujourd'hui qui est ministre d'État. Elle le sait. Je l'ai dit partout. On ne m'a pas entendu. Mais ce qu'ils ont concédé, c'est que je suis fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai un contrat avec l'État, pas avec M. Ouattara. J'avais un contrat avec l'État en tant que fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. On m'a réintégré. Mais lorsqu'on m'a réintégré, on a tout compris. C'est parce qu'il voulait être réintégré qu'il a fait. Comment on peut faire ça? J'ai trouvé cela comme une ingratitude, mais une méchanceté. Parce que pendant que j'étais en exil là-bas, le fils de celui que je défendais en tant que président de mon pays travaillait ici à la fonction publique de Côte d'Ivoire. Michel Gbagbo. Et il était payé par l'État de Côte d'Ivoire. J'ai trouvé cela méchant. Donc, soit. Et puis, chaque fois que j'obtenais une autorisation pour sortir du pays, je partais à la haie. Ne fuyez pas le débat. Non, je ne fuis pas. Vous avez déjà parlé de Gbagbo. Non, je viens. Je parle maintenant de Blé Goudé. Je Blé viens. Goudé, Madame Gbagbo. Oui, je viens. Quand je partais en Europe, je continuais d'aller à la haie. Pourquoi? Parce qu'on est tous rentrés d'exil. M. Blé Goudé n'était pas rentré d'exil. Il y avait un problème de passeport. Ça, c'est une violation grave des droits de l'homme. Il a obtenu son passeport. Donc, je me bats aussi, je le défends pour qu'il obtienne son passeport. Et c'est comme cela que Blé, pour rentrer, il me dit, Monsieur le Président de la FIDOP, cher frère, je voudrais que tu sois le président du comité d'accueil de mon retour au pays. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Corruption aussi. Jamais. Mais pourquoi parler de corruption? Mais on vous corrompt si facilement, vous? Moi, je ne suis pas corruptible, moi. Mais, société civile que vous êtes, vous acceptez d'être président du comité d'organisation de l'arrivée d'un homme politique? Mais l'homme politique a ses droits violés. L'homme politique est en danger. L'homme politique, c'est un citoyen comme vous et moi. Si ses droits sont... Le Laurent Gbagbo, ses droits étaient violés hier, selon ma lecture. Je l'ai défendu. Blé Goudé, ses droits sont violés, il n'a pas son passeport. Donc je le défends lui aussi. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Bref, je le défends et donc il rentre. Il faut que vous arriviez à faire la part des choses parce que votre attachement à Blé Goudé et à Mme Gbagbo, pour quelqu'un de la société civile qui lutte, doit être impartial. Mais alors, monsieur, docteur, vous êtes impliqué, vous soutenez, comment dirais-je, Mme Gbagbo, Blé Goudé, vous détestez quasiment, vous luttez contre le pouvoir. Alors, d'abord, c'est la... Vous êtes opposant au pouvoir. Mais je viens. La dernière partie même, c'est là que je vais commencer, la mise au point. Vous dites, vous êtes opposé au pouvoir. Je vous viens de vous expliquer que quand M. Gbagbo était au pouvoir, je le défendais, je le critiquais, je dénonçais. La fait ci,
était considérée comme le chouchou du pouvoir. Hier, elle a cassé les bureaux de la Lido, elle a cassé mes bureaux. Nous l'avons crié au président Laurent Gbagbo. On n'est pas d'accord. Donc, vous voyez que j'ai fait mon travail. Les droits de l'homme, c'est quoi? Les droits de l'homme, ce sont des droits que l'État doit garantir aux citoyens. Donc, le principal violateur des droits de l'homme, dans les principes, c'est l'État. C'est lorsque l'État ne construit pas des hôpitaux, le droit à l'éducation est violé. Quand l'État ne construit pas des écoles, le droit à l'éducation, non, le droit à la santé pour les hôpitaux, le droit à l'éducation pour les écoles, ils sont violés. Lorsque la police violente des citoyens, le droit à la sécurité que l'État me doit là est violé. Donc, en fait, l'État, c'est le principal violateur des droits de l'homme, alors que c'est lui qui doit garantir. Donc, un défenseur des droits de l'homme... C'est pour ça que vous l'avez mis à dos. Non, je viens. Donc, le défenseur des droits de l'homme, sa parole, sa posture est généralement contre l'État qui ne fait pas son travail dans tous les compartiments. L'État va te dire, oui, j'aurais voulu faire les ponts d'eau dans tous les villages, mais je n'ai pas assez de moyens. J'aurais voulu faire les routes partout, mais je n'ai pas assez de moyens. Moi, je dis, c'est ton devoir, fais le maximum. C'est ça le rôle du défenseur. Donc, c'est vous qui avez poussé le président Ouattara à s'endetter, à endetter lourdement le pays pour réaliser. Si j'avais un choix à faire pour ce qui est du président Ouattara, j'aurais préféré le droit à la santé, une assurance rapidement. Aujourd'hui, l'AMU, l'assurance, la CEMU qui veut mettre en place n'est pas encore fonctionnelle, opérationnelle à tous les niveaux. J'aurais plutôt travaillé dans ce domaine-là plutôt que les routes. Moi, je pense que... En fait, c'est une question de priorité. Lui, il a fait ses choix. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce choix. Je ne suis pas d'accord avec ce choix. J'estime que la santé est primordiale. En Occident, les gens ont mis l'accent sur la santé d'abord. Parce que celui qui fait rentrer de l'argent dans le pays, c'est le citoyen. Il faut que le citoyen soit en bonne santé. Vous préférez faire les routes parce que vous voulez que la postérité retienne que vous êtes le grand bâtisseur. Moi, je préfère que vous soigniez les Ivoiriens. Est-ce que c'est le cas? Et les Ivoiriens... non, mais il a fini. Ah bon, peut-être, je ne sais pas, l'affaire des 4e bons. Ça, c'est un autre débat. Mais oui, je termine. Oui, terminez parce que je vais vous poser la même question là. Non, je n'ai pas encore fini sur la question de corruption. Donc, écoutez. Pourquoi vous êtes évasif? Non, mais je fais court. Parce que je voulais mieux vous expliquer. Mais je fais court. Quand nous rentrons d'exil et que le président Laurent Gbagbo a décidé de créer son parti politique, je n'en fais pas partie. Mais en même temps, ses partisans m'ont attaqué. Vous l'avez vu, je l'ai bien expliqué. Et pendant ce temps, Mme Simone Eve Gbagbo, que j'ai sollicité pour m'accompagner et saluer les miens, elle a accepté de m'accompagner dans mon village. Et pourquoi vous n'avez pas sollicité Mme Ouattara? Attendez, depuis que je suis arrivé, j'ai cherché à rencontrer le président de la République. Si je l'avais rencontré, les questions de mes arriérés, des salaires impayés après les 10 années, je le lui aurais posé, parce que c'est des droits. Mais jamais. Il m'a plutôt fait recevoir par sa conseillère spéciale chargée des questions des droits de l'homme, qui m'a reçu. Donc, ce n'est pas que je n'ai pas demandé. Écoutez, moi, je suis à l'aise dans mon pays. Il est le président de mon pays. Il gère les biens de mes parents. Café Cacao, là, c'est mes parents. Mes parents sont paysans. Ils sont agriculteurs. Donc, le président de la République n'est pas étranger à mon pays. Je veux dire que ce n'est pas quelqu'un que je vais fuir, puisqu'il dirige mon pays. Donc, il a le devoir de me recevoir. Il ne l'a pas fait. Mais c'est son droit. Et moi aussi, mon droit, c'est de continuer de critiquer quand les droits de l'homme sont violés. Donc, pour ce qui est de Mme Gbagbo, j'ai fini cela. Mais le cas de Blé Goudé, quand je continue de défendre ses droits et que ce garçon veut rentrer au pays et qu'il me demande d'être le président de ce comité d'accueil, il y a des liens forcément qui se créent. Mais si demain, et en plus, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il a décidé aussi de rentrer dans la même mouvance de la réconciliation et de la paix dans mon pays. Cher ami, les hommes passent, le pays reste. Bien. Alors, et j'ai dit. OK. Tout porte à croire que le président Ouattara prendrait un autre mandat. Parce que dans les grandes cérémonies politiques, les meetings qui se passent en ce moment sur toute l'étendue du territoire, tous les week-ends, il y a des rassemblements qui demandent au président Ouattara d'accepter d'être le candidat du RHDP, Société civile. Écoutez, pour être concret, j'ai eu une émission un peu en face à face avec un des membres du pouvoir actuel, du RHDP. C'était chez vos confrères de RT France. C'est une chaîne française. Et la journaliste Samantha nous demande, M. Ouattara a bien organisé la CAN, est-ce que ça ne mérite pas un 4e mandat? M. Joël Nguessan, évidemment, en plus de ce que M. Ouattara a bâti, il a fait des routes, il vient d'organiser une belle CAN. Les Ivoiriens, vraiment, ils méritent un autre mandat. D'ailleurs, le président Ouattara l'avait même dit
lorsqu'il inaugurait le dernier pont au plateau, là, entre Kireli et le plateau à Cocody, il avait dit que mon grand frère Bédier avait dit que le 3e pont méritait un autre mandat, celui-là même mérite plusieurs mandats. Et moi, ma posture, je l'ai dit ce jour-là à l'émission et je vous le dis aujourd'hui. Il n'est pas rassasié de sa politique. Moi, j'estime que le président Ouattara, il a là l'opportunité de rentrer un peu dans l'histoire. Pourquoi un peu? Oui, un peu dans l'histoire parce que, écoutez, tout son parcours, pendant ces 15 années, même son accession à la magistrature suprême a été entachée par la rébellion. Je le dis, c'est attesté, je l'ai écrit dans des livres. La façon dont M. Ouattara arrive, l'histoire retiendra que c'est la rébellion qui a mouillé le maillot, finalement, pour qu'il accède au pouvoir. Et même dans le sang. Donc, difficile de se détacher. Aujourd'hui, vous pensez que la guerre entre le pouvoir actuel et M. Guillaume Soro, c'est anodin? C'est parce que le rôle joué par Guillaume Soro n'est pas honorifique pour quelqu'un qui vient de la communauté internationale, qui est un internationaliste, qui est un grand banquier du monde reconnu comme tel. Donc, dans son parcours, c'est une tâche. Moi, je fais une lecture plate. Ne m'en voulez pas, c'est un intellectuel qui parle. J'analyse les situations froidement. Il faut qu'on accepte que je fasse cette analyse-là, parce que sinon, c'est me tuer en refusant que je la fasse. Que cela vous fasse mal, je suis désolé, mais je suis obligé de la faire. Vous n'êtes pas pour un prochain mandat? Non. Donc, pour moi, après, avec la CAN, c'est comme si tous les Ivoiriens l'ont, d'une façon ou d'une autre, adoubé. Parce que finalement, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne dit pas, c'est que M. Ouattara, finalement, les 3 coupes d'Afrique que nous avons remportées, il a été au cœur. C'est comme si c'est lui qui nous les avait apportées. Il était Premier ministre lors de la première CAN, la première coupe que nous avons remportée. Le Premier ministre, c'est lui qui était aux affaires, puisque le président Oufouette était un peu fatigué à cette époque. En 2015, il prend la 2e Coupe d'Afrique. La première, c'était en 92, autant pour moi. Donc la deuxième, en 2015, c'est lui. Une partie même du pays est en exil. Nous tous, on n'est pas là. M. Ouattara a tenu, il a organisé, il a remporté. Il n'a pas organisé, mais il a participé, il a remporté. Bravo. Et la dernière, mais la plus belle CAN du monde. Je ne serai pas rabat-joie. En tant qu'Ivoirien, je vais m'enorgueillir parce que c'est notre argent qui a payé cette CAN-là. Sous les auspices, selon la volonté de M. Ouattara. Il a mis le paquet. Et on l'a remporté. Chapeau. Pour moi, voici une belle porte de sortie. Mais je vais ajouter, le président de mon pays m'avait promis, il nous avait promis, en congrès, réunis, c'est-à-dire les 2 chambres du Parlement réunies, il a dit en 2020, je suis fatigué, j'ai fait 2 mandats, je me repose. Même si la Constitution me permet, là encore il y a débat, mais je me retire. Mieux, il a désigné son candidat. Malheureusement. Malheureusement, son candidat est décédé. À la limite, je n'étais pas d'accord avec le président Macron. Quand il a sorti l'expression, c'est un cas de force majeure. Parce que la démocratie et la loi n'a pas de cas de force majeure. La loi, c'est la loi. Mais on a été obligé de violer notre loi pour que M. Ouattara fasse un 3e mandat. Et je me suis opposé quand même au 3e mandat. J'estimais qu'il était anticonstitutionnel. Mais on peut le lui concéder. Parce que de bonne foi, il avait désigné son successeur. Mais aujourd'hui, quel est l'argument qu'il a? Mais il n'a pas désigné son successeur, ça veut dire qu'il se sent encore non, dans la posture de poursuivre. Il va nous dire, oui, mais la Constitution autorisait, etc. Oui, mais dans ce cas, c'est le même Ouattara qui avait dit, si eux, ils sont candidats, j'ai décidé de me retirer. Mais s'ils sont candidats, alors je serai candidat. Mais eux, ils ne sont plus là. Non seulement Bédier est décédé, que Dieu ait son âme, et M. Gbagbo, ils ont tout fait pour que Gbagbo aussi soit désigné. Pour le soustraire. Bon, non, même s'il est soustrait, son parti l'a désigné comme un candidat. Oui, mais il ne va pas être candidat en 2020 là. Il était soustrait, nous on a soutenu sa candidature, mais c'est allé où? Donc moi je pense qu'il faut être réaliste aussi, parce que la politique, c'est aussi être réaliste. Les faits sont... Si vous voulez qu'on fasse encore la guerre, ben dites-le nous. Mais si vous ne voulez pas qu'on fasse la guerre, soyons réalistes. M. Ouattara a fait 3 mandats, avec ou sans notre avis, sans notre volonté. Pour moi, c'est de trop. Là, c'est bon. Et puis, en se retirant, il nous règle le problème de Laurent Gbagbo, qui est aussi en droit de demander, d'ailleurs même la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé qu'il soit réinscrit sur la liste électorale. M. Ouattara a dit non, et que son pays est souverain, qu'il ne va pas accéder à cela. Les deux sont toujours exclus. Hein. Blé Goudé, exactement. Ils sont toujours exclus. Voilà, donc pour moi, dans l'hypothèse où M. Ouattara insisterait pour faire un 4e mandat, mais il serait bien obligé de faire une élection inclusive, laquelle permettrait à tout le monde, M. Laurent Gbagbo, M. Blé Goudé, M. Guillaume Soro,
et tout le monde de candidater. Parce que je ne peux pas concevoir que le président ait quelque part, d'une façon ou d'une autre, éliminer, écarter les autres, à part le président Bédié qui est décédé, et puis être candidat unique à la limite. Pour moi, ce n'est pas fait pour ramener la paix dans ce pays. Alors, professeur, docteur. Mais merci de dire docteur. C'est ce que je suis. Que pensez-vous de l'arrivée de M. Tidiane Thiam dans le paysage politique? Bonne question. Question d'actualité. Vous savez, il y a eu un moment où j'ai dû me prononcer déjà sur une crise, une situation interne. Vous savez, le défenseur des droits de l'homme, c'est pourquoi j'ai écrit la FIDOP, Fondation pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, la vie politique. Je suis dans mon rôle. Ce qui a fait, avant de répondre à votre question, il y a eu une petite crise interne. Déjà, il y a eu une élection. L'élection, elle a fait l'objet de débats. Parce que l'élection n'était pas si démocratique que cela. C'est ça aussi le problème. C'est que quand vous vous appelez PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui n'a pas été démocratique? Mais vous le savez très bien. En tant que journaliste, il y a eu déjà des individus, 2 membres du parti, qui ont assigné le parti en justice. C'est à ce moment-là que j'ai dû me prononcer une première fois. C'était 2 militants supposés être manipulés. Voilà, supposés. D'ailleurs, un militant, il est membre du parti. Bon, bref. Mais je me suis déjà prononcé. Parce que j'estime que ce soit des partis privés, à partir du moment où vous êtes dans l'arène publique, vous nous donnez le droit de vous critiquer. Et ce qu'ont fait les militants, je pense même qu'ils ont rendu service au PDCI, qui a dû se calmer, parce que la façon dont les lois, le processus électoral était enclenché avec M. Guy Kaoué, qui était déjà exclu, oui, etc. Nous, à l'extérieur, qui ne sommes pas membres du parti, on était interpellés. Et j'ai dû me prononcer à ce niveau-là, pour dire que vous pouvez être en association, vous pouvez être en interne, mais nous restons dans un état de droit. Lorsque vous ne vous entendez pas en interne, l'individu est tout à fait d'accord de sortir. C'est comme dans un couple, on vit dans le foyer, mais nous sommes régis par une loi du mariage. Donc si on n'arrive pas à s'entendre, monsieur, madame, et que tu me bats tous les jours, mon mari me bat tous les jours, mon mari me bat tous les jours, à un moment donné, je suis obligé de saisir les autorités judiciaires parce que dans le contrat du mariage, il n'y avait pas la clause de me battre tous les jours. Donc l'élection de Tidiane est contestable. Non, mais à l'époque, elle l'était. Mais après, ils ont dû s'entendre. Mais je vous rappelle que je m'étais déjà prononcé. Et qu'il faut que ce soit clair dans l'esprit des militants, que le militant des droits de l'homme que je suis, autant je peux avoir de l'admiration pour tous les, même pour M. Tidiane Thiam, quand le droit est interpellé, les droits de l'homme sont interpellés, je dois me prononcer. Premièrement. Deuxièmement, vous me posez là maintenant une question un peu d'ordre politique, pour savoir qu'est-ce que... Et ça, c'est le citoyen qui va vous répondre. Parce qu'en la matière, M. Tidiane Thiam n'a pas encore violé les droits de l'homme. Donc, je veux dire, ce n'est pas le défenseur des droits de l'homme qui devrait se prononcer. Peut-être que c'est le citoyen. Moi, j'estime que je suis très admiratif de son parcours. Impressionnant. Moi, j'aime les gens qui sont brillants. Et la Côte d'Ivoire de demain, c'est une Côte d'Ivoire des gens brillants. Je l'admire beaucoup pour cela. Son parcours est impressionnant. Voilà. C'est la même façon que beaucoup d'Ivoiriens admiraient aussi M. Alassane Ouattara. Quand il était encore au FMI, son parcours est impressionnant. Voilà. Mais souvent, entre le profil qu'on a et puis la réalité, ça fait 2 choses. Maintenant, la mise en œuvre. Et mon propos principal sur la candidature de M. Enfin, il n'est même pas candidat à l'élection présidentielle. Mais dans mon livre, le dernier livre que j'ai écrit, j'ai fait une analyse. Et donc, de ce point de vue, souffrait que je ne me prononce plus spécifiquement sur M. Thiam, mais je me prononce sur ce que j'appelle le profil du président de la République. Moi, je pense, dans les critères que j'ai définis dans mon dernier livre, qui s'appelle « Qui est le président de la République? C'est quoi un président de la République ?» J'ai soutenu principalement que c'est l'amour du pays qui doit être le critère fondamental. À la limite, on a mené des combats inutiles en Côte d'Ivoire. Non, je viens parce que c'est important. M. Ouattara n'a pas cet amour pour la Côte d'Ivoire. Non, mais je précise. On s'est battu pour rien. Tel est Burkinabé, tel est Sénégalais, tel est Libanais, ça n'a même pas de sens. Parce qu'un bon Libanais qui aime mon pays, parfois oui, tu peux trouver un Libanais qui aime beaucoup plus la Côte d'Ivoire que même des Ivoiriens. Donc vous êtes pour que demain, je viens, un étranger vienne... Donc, dans mon analyse,
Et dans ma proposition, c'est que c'est vrai qu'il y a... Écoutez, c'est une question de référendum. Les Ivoiriens adoptent la majorité. Je m'incline. Mais j'ai mon point de vue. C'est celui-là que, puis c'est moi que vous recevez, c'est celui-là que je vous donne. J'estime que, dans la vérité, quand en France, j'ai remarqué Manuel Valls. Manuel Valls, il est d'origine espagnole. Oui, mais après il a rejoint. Il a été, et il a même dit, et moi ce qui m'a plu. Mais après, non, mais ça n'a pas marché. Non, mais, non, oui, mais ce qui m'a plu chez Manuel Valls, c'est qu'il est allé au Parlement français et il a dit devant tous les Français, je suis l'un des rares Français qui ne sont pas nés sur le territoire français, qui est né je suis catalan, qui est né en Espagne, mais je suis français et j'aime la France et je veux la servir. C'est beau. Ce qui a manqué et ce qui manque toujours dans mon pays, c'est que les gens parfois n'ont pas le courage de dire les origines. Ils ont honte. Pourquoi ils font ça? Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. C'est ça l'honnêteté politique. Il faut avoir l'honnêteté des choses. Quand tu as fini de le dire, là, tu t'es débarrassé de toute critique. Tu es à l'aise. Donc, Thiam, Donc, premier point. le Sénégalais? Mais moi, ce sont les faits qui me laissent le dire. Il sait lui-même que son père, comment il est arrivé, etc. Donc ça, c'est pas... Mais il est ivoirien comme moi. Sa mère est baoulée. Moi, il a le parcours brillant que vous appréciez, oui. Mais il a des... Je n'en disconviens pas. Mais je veux dire, il y a quoi? Il y a quel crime à dire? Je suis un Ivoirien comme tout autre, mais mes parents le disent, là, le passé, là, la vie, là, ça c'est pas un problème. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Le critère que j'ai développé dans mon livre, ce n'est pas sur ce tenez que vous m'amenez. Parce que le critère qui m'importe, c'est l'amour du pays. Et posez-moi la question, alors, comment on démontre son amour du pays? C'est quand ton pays est bloqué, là. C'est là où tu dois taper la poitrine. Quand je vous parle du président Gbagbo, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Gbagbo, c'est parce que mon pays était bloqué. Mais le président Ouattara aussi le fait. Hein? Oui, mais on a déjà, le président Ouattara, c'est déjà derrière. Il est déjà président. Oui. Donc, il a déjà fait. Mais il veut faire... Non, mais même il est déjà mouillé. Donc, je veux dire qu'il fasse ou qu'il ne refasse pas. Je ne veux plus analyser son cas. Je veux analyser les cas pour les autres. D'accord. Pour tout le monde. Pour toi et moi. Si toi et moi, on veut candidater, quand dans notre bas de campagne, on va dire aux Ivoiriens, quand le pays était bloqué, j'étais en France, je me battais pour que la paix revienne dans mon pays. Parce que c'est ce que nous, on a fait pendant 10 ans. Donc, tout Ivoirien devrait mouiller le maillot. Moi, c'est ce que je veux considérer comme élément déterminant pour la vie de la nation. Parce qu'une chose est de vouloir servir son pays. Mais une autre, c'est de pouvoir se lever quand son pays est paralysé, quand son pays est bloqué. Et ça dit que demain, si la Côte d'Ivoire se bloquait, je prie Dieu que cela ne nous arrive plus jamais. Mais en 2025, s'il y a encore du gravier, tu fais quoi? Vous êtes inquiet? Mais très inquiet. Parce que si on va faire un quatrième mandat et que les autres sont éliminés, alors qu'ils sont candidats selon les partis politiques, il y a un blocage en l'air. Donc c'est le président Ouattara que moi je dois interpeller. C'est lui qui est aux commandes. Interpellez-le. Mais c'est la recommandation que je lui fais. Monsieur le Président, vous avez tout démontré. Vous avez tout fait. En Côte d'Ivoire, ici, là, vous avez tout fait. De mon point de vue, ce que vous aviez à donner à la Côte d'Ivoire, vous l'avez fait. Un quatrième mandat serait de trop. Et pour moi, cela ne va pas vous servir, mais ça pourrait vous desservir. Et je dis. Mot de fin. Malgré votre agenda très chargé, vous avez accepté de venir sur le plateau des grands rencontres de Joël Etienne. Notre émission tire à sa fin. Avez-vous un mot de fin? D'abord, merci à vous-même et à la chaîne qui me reçoit, à commencer par son directeur général. Mon mot de fin, c'est que ce pays est trop précieux. Si vous voyez que nous avons beaucoup de guerres, beaucoup de souffrances, des crises, ce n'est pas parce que les Ivoiriens sont mauvais, etc. C'est parce que le pays est une convoitise pour toute l'Afrique, pour la sous-région et notamment pour certaines grandes puissances qui ne veulent même pas lâcher ce pays parce qu'on a des richesses insoupçonnables et insoupçonnées. Mais il nous appartient en tant qu'Ivoiriens de démontrer notre amour pour le pays. En 30 ans, j'ai donné de la voix pour défendre les droits de l'homme dans mon pays. Et je continuerai parce que je mourrai défenseur des droits de l'homme. Je voudrais que ce pays jamais ne sombre. Et pour cela, j'interpelle ceux qui sont dans la conquête de la magistrature suprême de notre pays de faire preuve d'amour de la patrie. Parce que aimer son pays, c'est aussi accepter parfois de faire des sacrifices pour que le pays continue de vivre. Le président Ouattara a fait 15 ans. Moi, je pense que les 15 ans-là, le bilan sera mitigé. Récemment, il est passé devant le Congrès. Il a dit que tout était beau. Moi, je suis un défenseur des droits de l'homme. Je dis soit, mais à la vérité, il y a des points d'ombre, il y a des points d'insuffisance. Dans mon pays, les Ivoiriens n'arrivent pas à jouir des richesses de ce pays. Dans mon pays, les Ivoiriens n'arrivent pas à se soigner. Les richesses du pays ne sont pas bien redistribuées.
Tout le monde veut rentrer dans la politique pour devenir très riche en un clin d'œil. Tout le monde, ils ont des immeubles partout. Moi, ce n'est pas le bien qui m'intéresse. Mais quel est le bien qu'on apporte aux Ivoiriens? C'est cela. Et donc, mon rêve, c'est que tous les Ivoiriens se lèvent pour que la paix soit préservée dans ce pays. Parce que 2025 ne doit jamais ressembler à 2010. Et c'est pourquoi je ne peux qu'interpeller le président de la République. Je ne peux pas interpeller M. Gbagbo, il est dans l'opposition. Je ne peux pas interpeller Mme Boni Clavry, Mme Gbagbo, tout le monde est dans l'opposition. C'est M. Ouattara qui est au pouvoir. Si demain, le président, la paix revient dans ce pays, c'est à lui l'honneur. Mais en même temps, si tout se gâtait, le président Laurent Gbagbo vient de la haie. Le président Gbagbo vient de la haie. On peut dire qu'il a été acquitté parce que les gens n'ont pas réussi à démontrer que c'était lui. Il prendra sa place. Donc il reprend toute sa place. Mais ce n'est pas évident que pour les autres, ils arrivent à échapper à la Cour pénale internationale. Donc faisons attention. Et pour terminer véritablement, je voulais dire, chers frères, que j'ai fait 30 ans. Je voulais bénir le divin de m'avoir permis d'être constant pendant les 30 ans, d'avoir défendu le bon combat. Moi, je considérais que c'était un sacerdoce. Surtout que quand je me présentais, je ne suis pas juriste à la base, mais j'ai défendu les droits de l'homme avec cran et avec, j'allais dire, audace. Je veux bénir le divin, c'est pour ça que j'organise des festivités pour célébrer mes 30 ans. Et puis en même temps, puisque j'ai été président de la FIDOP en 15 ans, passer le relais. J'invite tous les Ivoiriens à venir à ces festivités-là pour que nous puissions... C'est surtout le colloque que nous organisons à l'université avec tous les professeurs, avec tous les universitaires, mais les non-universitaires, les non-juristes. Parce que la question des droits de l'homme, ce n'est pas une question d'universitaire, ce n'est pas une question de juriste, ce n'est pas une question de diplômé, c'est une question de vie au quotidien. Et j'ai dit. Il aurait fallu qu'il naisse. Et il est né. Un parcours parsemé d'embûches qui ne le décourage pas. Il persévère. Quand il s'appelle Boga Sako, il veut rendre son tablier pour rester toujours membre de la société civile, membre honoraire, si j'ose m'exprimer, de la société civile. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire merci. Je vous en prie. Merci pour la clarté de vos propos. Merci pour tout ce que vous avez dit. Mais je voudrais encore une fois rappeler qu'il s'appelle Boga Sako Gervais. Merci, cher ami.